Ce dimanche 11 octobre est décidément historique. Michael Schumacher a été égalé par Lewis Hamilton au nombre de victoires dans un Grand Prix. Kimi Räikkönen est passé devant Rubens Barrichello en termes de Grand Prix disputés. Renault remonte sur un podium après 9 ans d'attente. Et les pistonnés sont en live et ça c'est une belle nouvelle sur la chaîne Twitch bien sûr de la First Team Sport. Une première historique pour nous, bien évidemment, hein, un peu moins pour le coach de la Formule 1. Vous l'aurez bien sûr compris. Ils sont réunis autour de moi, à commencer par l'homme de ma droite, monsieur Pierrot Despiello. Comment ça va? Je suis ton bras droit. C'est mon bras droit, ça dire. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, écoute, très heureux d'être là ce soir pour débriefer ce magnifique Grand Prix de l'Eiffel qui a été, somme toute, plutôt intéressant. Exactement. On ne s'est pas tout à fait endormi. Un petit peu à la mi-course, mais on y reviendra bien sûr avec Alex Caldi qui est à côté de moi, qui remplace au pied levé monsieur Hamza Ramani. Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien. Un beau Grand Prix de l'Eiffel, que du bonheur, et le bonheur aussi de retrouver le Nürburgring et aussi d'être en live ce soir sur la chaîne de la First Team Gaming. C'est vrai, il y avait un petit côté classique un petit peu sur ce Grand Prix. Ça a dû plaire à notre ami Brice Germain. L'homme qui aime les traditions. Ah, j'ai mis la télé en noir et blanc. J'ai des affichages. Ah ouais, j'ai pris une Foster's, tu sais, à l'ancienne. Voilà, c'était sublime. On va bien sûr tout de suite regarder le programme de cette émission tout à fait particulière. On est ensemble pendant 1 heure en direct et cette émission va se construire en toute interactivité avec vous. Regardez le programme, regardez le sommaire. Forcément, on va faire un débrief du Grand Prix d'Eiffel. Et vous allez le voir, on va rajouter même un petit enseignement en plus. Jour historique, mesure bien sûr tout à fait particulière. Et puis surtout, on va parler des news, mais avec vous. Vous pouvez d'ores et déjà en fait choisir les sujets qu'on va aborder dans cette deuxième partie d'émission, une sorte de FAQ de l'actu Formule 1. Donc n'hésitez pas, sur le chat, vous nous mettez les sujets sur lesquels vous souhaitez que les pistonnés réagissent. Et puis ce soir, petit hommage quand même à monsieur Michael Schumacher, puisqu'on aura un quiz tout à fait spécial en fin d'émission sur la vie, l'œuvre, la carrière du Baron Rouge, bien évidemment. On lit vos messages, on y répond bien évidemment et on construit surtout cette deuxième partie d'émission ensemble. En attendant, on attaque le débrief tout de suite d'un Grand Prix d'Eiffel qui nous a plutôt régalé. 91e victoire pour Lewis Hamilton. Ça y est, il vient d'égaler Michael Schumacher, Michael Schumacher, comme le disent bien sûr certains. On regarde plutôt les résultats, le résultat final de ce Grand Prix de l'Eiffel. Bien sûr, Hamilton premier, Verstappen deuxième. Le premier podium, on l'a dit, de Renault grâce à Daniel Ricciardo. Perez, étonnant quatrième, solide quatrième, on pourrait le dire aussi ainsi. Carlos Sainz cinquième. 2 Français également dans ce top 10. Pierre Gasly à 6e place. Mais également, bien sûr, Romain Grosjean 9e. Et puis, Giovinazzi qui vient ponctuer et conclure surtout ce top 10 qui nous amène naturellement aux 4 enseignements de ce Grand Prix du Nürburgring. Regardez les 5 enseignements même, je vous l'ai dit tout à l'heure, dispositif tout à fait exceptionnel. C'est une soirée historique. On balance les 5 enseignements, bien sûr, avec Hamilton forcément dans la légende. Renault, 9 ans d'attente. Grosjean touche du doigt les points, on prendra des nouvelles d'ailleurs de son index, du spectacle au Nürburgring et c'était une bonne surprise et on terminera bien sûr avec le top flop des pistonnés. Sans plus attendre, 91e victoire pour Lewis Hamilton, définitivement dans la légende, on le savait déjà, mais encore un petit peu plus bien sûr, avec ce très beau dimanche de Grand Prix du côté du Nürburgring. Il égale Michael Schumacher, il devient l'égal de Michael Schumacher avec sa 91e victoire en Grand Prix. Un symbole au Nürburgring à 60 km du lieu où a grandi Michael Schumacher, le casque offert par le fils Mick Schumacher. Et puis cette question pour vous les amis, une course sous pression pour l'interrogation, battu par Bottas en qualification, c'est inhabituel. L'erreur du Finlandais au 13e tour, puis la panne bien sûr de son MGUH qui a profité aux Britanniques. La pression de Verstappen et notamment après la gestion de la safety car au tour 44. Regardez un petit peu cette déclaration. L'enseignement voulu par Lewis Hamilton. J'ai pris un bon départ en laissant de la place à Valtteri au premier virage. Je dois dire que j'ai été impressionné par la manière dont il a repris l'avantage. Il m'a fallu ensuite gérer la dégradation des pneus. Mais tout s'est bien passé au dernier restart, même si Max était plutôt chaud. Voilà le débrief de Lewis Hamilton. Quel est votre débrief de cette course? Il a laissé de la place au point au départ, je ne suis pas tout à fait sûr de ça, parce que Bottas était sur le point de prendre la chicane façon 24 heures du Nürburgring. Donc non, effectivement, ça s'est bien passé pour Hamilton, contrairement à effectivement ce qui s'est passé il y a 2 semaines justement, où Bottas a marché finalement sur la course. Là, du coup, c'est plutôt Hamilton qui a marché sur la course, parce que tout simplement, Bottas n'était pas là, alors qu'il a pris un super départ, le petit Valtteri. Il nous a régalé. Malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé, puisque un petit blocage de roue et puis s'en va. On retient quoi, l'erreur ou la casse mécanique, messieurs? L'erreur. Okay. Directement l'erreur, parce que j'avoue qu'elle était assez étonnante. Il expliquait que c'était peut-être dû à la pluie, même sûrement à cause de la pluie, qu'il y a un blocage de roue d'une telle façon.
c'est très dérangeant parce qu'on était sur un... On pouvait espérer un back-to-back. On avait une belle victoire en Russie, une belle victoire peut-être où c'est plus Lewis Hamilton qui l'a perdu. La séance de qualification qui était assez bonne, avec une claque, il faut le dire, sur Lewis Hamilton. 3 dixièmes en Formule 1, c'est quand même énorme, surtout en qualification. Et donc là, on a un blocage de roue qui est assez inexplicable vu de l'extérieur, mais expliqué vu de l'intérieur par Bottas. Est-ce qu'on peut le croire ou non? Est-ce que c'est comme Nico Rosberg qui disait, oui, c'est une question de vent. Le coup de vent aux États-Unis? Je ne sais pas, mais là, c'est très gênant pour Valtteri Bottas. Mais avec le recul, en fait, c'est normal que des Rosberg ou des Bottas trouvent ces excuses-là, ce coup de vent ou la pluie qui gêne, parce que en face, il y a tellement un gars qui est infaillible que la moindre chose vient quand même les perturber dans cette lutte acharnée pour aller chercher le demi-capot d'avance sur Hamilton qu'ils ont tous les deux galéré à obtenir et que Bottas galère encore plus à obtenir. Donc je comprends un peu ça et c'est tout le mal d'avoir Hamilton comme coéquipier, c'est qu'il faut mettre tout bout à bout. Et certes, Bottas fait un grand départ avec une belle résistance. Et d'ailleurs, Hamilton a un petit peu de supériorité quand il dit « Oh bah, il a bien résisté cette fois-ci, dis donc, par rapport à l'habitude. Hein ?» Donc, ouais, c'est pas encore suffisant pour Bottas. Il faut tout faire parfaitement et encore plus espérer derrière qu'Hamilton, lui, ait des soucis. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que ça fait 3 courses, sur ces 3 dernières courses, où on voit un Bottas qui est combatif. J'arrête pas de le répéter là depuis maintenant plusieurs semaines. C'est vrai. On a un Bottas qui est combatif. Bon, pas de chance là, il fait une erreur et l'erreur contre Hamilton, elle coûte très très cher. Derrière, il a des problèmes de moteur et donc du coup, il abandonne et c'est vraiment relou parce que là, il se prend un 25-0 dans la tête. Donc pour la suite du championnat, ça va être compliqué. Mais juste sur le départ, il n'a pas pris le meilleur départ par rapport à Hamilton et il arrive quand même à s'imposer. Et moi, j'avais l'impression plus de voir l'époque Hamilton-Rosberg. Tout à fait, très autoritaire. Très autoritaire, mais du coup, Bottas rend l'appareil et c'est ça qu'on avait envie de voir, c'est ça qu'on a envie de voir. Donc j'espère qu'il ne perdra pas sa compatibilité sur la fin de la saison parce que c'est très important pour le championnat, pour nous aussi et pour lui pour la suite de sa carrière. Ce serait bien qu'il l'ait sur 70 tours, Oui. 56 tours, enfin la durée d'un Grand Il est Prix. sur une saison entière aussi, accessoirement. Oui, voilà, mais voilà, si c'est pour le challenger sur 4 virages, bon après effectivement il est resté devant. Bah. Mais au moment où ça devient important, juste avant cette VSC, il ne peut pas la prévoir bien sûr, mais juste avant cette VSC, il fait l'erreur qu'il ne faut pas faire avec Lewis Hamilton. Tu peux le faire avec tous les autres pilotes, mais pas avec Lewis Hamilton, pas avec un mec qui a 90 victoires à ce moment-là. Vous insistez sur la bataille Bottas-Lewis Hamilton. Le problème, c'est que Valtteri Bottas, il abandonne dans ce Grand Prix. Et ensuite, on se pose la question, parce qu'on voit Verstappen aller rejoindre un petit peu, apporter du danger dans les rétroviseurs de Lewis Hamilton. Et on se demande si justement, vu qu'il y a eu un problème de MGUH, on se demande si on n'a pas demandé à Lewis Hamilton de le lever un peu le pied. Et on s'est demandé si Max Verstappen pouvait aller chercher le Britannique. On a une réponse en fin de Grand Prix, évidemment, qui était négative, vous le savez. Mais un petit mot quand même sur la menace, Max la menace, on va dire une menace qui a été un petit peu transparente finalement. Elle était transparente totalement en fait finalement. Verstappen il essaie de revenir, etc. Mais Hamilton il arrive toujours à mettre du gap sur Verstappen. Je crois à un moment donné le plus grand écart ça doit être à peu près 10 secondes ou quelque chose comme ça avant qu'il y ait la dernière safety car et qu'il se rapproche. Puis finalement après fallait marquer les points. Verstappen qui fait quand même le meilleur tour en course sur le dernier tour. Oui. Ça fait toujours un petit point de différence même si Red Bull n'a pas spécialement besoin de ce petit point de différence par rapport à ceux qui sont derrière et de toute façon devant ils sont déjà trop loin. Donc bon. De toute façon, même si le moteur Mercedes a peut-être une petite fébrilité quelque part, même en levant le pied, Lewis Hamilton sera toujours plus rapide que Max Verstappen. Le moteur Honda n'est pas encore au niveau du moteur Mercedes, donc quoi qu'il arrive, Lewis Hamilton pouvait tranquillement aller prendre sa 91e victoire. Et de toute façon, ça c'est un peu ressenti tout le long de la course, c'est que Hamilton s'est arrêté au même tour exactement qu'Hamilton. J'ai dit Verstappen ou Hamilton, je sais plus. Hamilton et Verstappen sont arrêtés Hamilton et Verstappen sont arrêtés au même tour. Donc en fait, ça se voit bien qu'il n'a pas tenté quelque chose pour aller le challenger particulièrement. Verstappen, il sait très bien qu'avec sa voiture, il doit prendre ce qu'on lui laisse. Et il doit prendre ce que les Mercedes veulent bien lui laisser. En l'occurrence, là, c'est 3 points de plus que ce qu'elle lui laisse habituellement. Même 4 avec le meilleur tour, il prend et je pense que c'est un bon résultat quand même. Je pense qu'on a fait le tour de la course. Parlons quand même de l'information principale de cette journée, c'est que Lewis Hamilton est un petit peu plus, on le disait dans la légende, il égale bien sûr Michael Schumacher au palmarès des vainqueurs de Grand Prix avec ce chiffre mythique 91. On pensait que ce chiffre ne serait jamais battu. Regardez ce que disait lui-même Lewis Hamilton à l'arrivée de cette course. Quand j'étais petit, je jouais à ce jeu, Grand Prix 2. Ah oui. On y a tous joué, c'est pour les plus anciens, pour les très vieux. Et je prenais toujours Michael. En voyant sa domination, je pensais que personne, à commencer par moi, ne pouvait battre ses records. C'est un honneur
bonheur incroyable et ça prendra du temps pour que je m'y habitue. Un petit mot sur ce fait historique, parce que moi-même, les amis, je me rappelle du moment où Michael Schumacher avait à l'époque battu, il me semble, le record de Alain Prost et ensuite l'avait étendu jusqu'à 91 victoires. Jamais j'aurais pu penser que quelqu'un puisse battre ce record. Il faut bien se dire que C'est incroyable, et aussitôt quelque part. Oui, parce qu'au moment où Rosberg prend sa retraite, Hamilton, j'ai pas les chiffres exacts, mais il a 40 victoires, 45 victoires, quelque chose comme ça. Il est proche de Vettel, ouais. Et on est encore dans un monde tellement lointain de celui de Schumacher. Et se dire que 3 saisons et demie après, on en est à 91. Enfin, personnellement, je ne l'ai pas vu venir du tout. Ça fait que 1 an qu'on commence à se dire ça. Et la manière dont il a écrasé le championnat, parce que certes, sa voiture est la plus forte et qu'évidemment, c'est plus facile. En attendant, la Mercedes ne serait pas championne du monde si elle n'avait pas Lewis Hamilton aussi compétiteur, aussi complet, aussi performant et qui s'améliore chaque année, en fait. Et avec ça, il ne faut pas dire que ces victoires sont au rabais. C'est des victoires qui ont quand même une saveur particulière parce que tout est mis ensemble. Le pilote. Je fais une petite parenthèse. On fait un petit coucou, Théo Pourchard nous regarde, les amis. On l'embrasse très fortement. Coucou, on Théo. le félicite d'ailleurs. Et on en parlera, je pense, en deuxième mi-temps. Deuxième partie, bien évidemment, puisque j'ai vu la question est posée. Théo Pourchard qu'on retrouvera en Formule 2 pour les 2 dernières courses. C'est lui qui posera sa propre question. Excusez-moi, petite parenthèse refermée, les amis. On continue, bien sûr, sur et moi, j'ai juste une stat très intéressante. Je me souviens plus très bien de la stat, malheureusement, mais qui comparait justement la carrière de Schumacher et la carrière de Lewis Hamilton. Pour le même nombre de victoires, Schumacher a mis à peu près 300 Grands Prix en tout et pour tout, et Lewis Hamilton a mis 250 Grands Prix, grosso modo. Et donc, c'est là où tu te dis, ah ouais, en fait, la domination de Schumacher qu'on avait à l'époque, elle n'est pas si incroyable que ça par rapport à ce qu'on a aujourd'hui avec Lewis Hamilton, et c'est ce qui en fait aussi un très très grand champion, et qui fait que peut-être quelque part, Lewis Hamilton est d'un certain côté, statistiquement parlant, un peu plus supérieur qu'à Michael Schumacher par le fait des pourcentages. Il y a le fait des stats, mais il y a aussi le côté humain. C'est ressenti de toute façon à l'intérieur de Mercedes. La positivité est toujours avoir l'envie d'aller plus loin, dans le sens où la mécanique de Mercedes doit suivre ce qu'est Lewis Hamilton, qui est aujourd'hui, actuellement, le meilleur pilote du plateau, et donc on doit lui donner les meilleurs moyens pour réussir ce qu'il doit faire. Et c'est en étant comme ça, c'est en étant de cette façon que Lewis Hamilton, aujourd'hui, est toujours resté le meilleur, malgré même le fait d'avoir la meilleure voiture, certes, mais il y a quand même eu une certaine combativité. Il y a eu le combat avec Rosberg. On a vu Ferrari revenir de petit à petit jusqu'à Mercedes en réduisant l'écart. Puis finalement, cette année, c'est un petit peu compliqué avec la Ferrari. Il n'y a pas trop de concurrence, mais c'est peut-être la seule année vraiment où il n'y a aucune concurrence en Formule 1 face à Mercedes. J'allais vous relancer là-dessus. On a Magic Darklights qui nous dit là dans le chat, il nous dit oui, bon, d'accord les stats, mais la concurrence n'est pas la même entre les deux hégémonies. On a aussi Nexilius qui nous disait, est-ce que Hamilton peut devenir le premier à passer la barre des 100 victoires ? Ça paraît hautement probable quand même. Là. Si la voiture en 2021 n'a pas une énorme faiblesse qui se pointerait d'un coup, et c'est quasiment impossible, 9 victoires en 30 Grands Prix, à part si Bottas se réveille et vient le challenger un peu plus, pas de souci, je pense. 100 victoires, ça va se faire. Voilà, en tout cas pour cette page bien sûr historique, la première page historique bien sûr de cette émission. On attendra aussi également peut-être dès Portimao, dès le prochain Grand Prix dans 15 jours, que Michael Schumacher batte. Non, ça malheureusement c'est impossible. Mais que Lewis Hamilton batte bien sûr le record de Michael Schumacher. Deuxième enseignement, on reste dans l'histoire, une histoire un peu franco-française bien sûr, avec ce premier podium pour Daniel Ricciardo chez Renault. Le premier podium de Renault depuis 9 ans, depuis la Malaisie. Et c'était à l'époque en 2011, il me semble que c'était Nick Heidfeld qui était dans cette voiture. Le tatouage forcément pour Cyril Abitboul, c'est une conséquence bien sûr de cette belle 3e place pour Daniel Ricciardo. Ricciardo, l'homme en forme, bien sûr, auteur de 2 P4 sur les 4 dernières courses. P4 aussi également au classement du championnat du monde des pilotes. Est-il le meilleur des autres ? En tout cas, il semble s'affirmer de cette manière. Et puis, journée paradoxale quand même pour Renault, parce qu'il y a eu beaucoup de joie à l'arrivée de ce Grand Prix. Et pourtant, quand on fait les comptes, parce qu'on est un peu apothicaire dans le genre, on pourrait se dire que l'abandon d'Ocon fait perdre énormément de points. Une belle opportunité pour Renault, parce que avec quelques points, Renault aurait repris la 3e place du championnat du monde des constructeurs. Votre avis sur cette journée quand même historique pour l'écurie aux losanges ? Ça fait plaisir déjà. Premièrement, on attendait tout ça depuis très longtemps. Ça sonne un peu
peu comme une victoire pour nous, Français, entre guillemets, et supporters de Renault, parce que Renault n'a pas gagné depuis, alors là, il faut remonter un peu plus loin, ça va être 2008 Ouais. avec Alonso au Japon, peut-être. Singapour. Donc, Oui, Singapour. Non, oui, t'as raison. non, Fuji. Japon, Fuji. Et du coup, effectivement, on n'attendait plus ce podium qui finalement arrive, alors avec quand même des petites circonstances de course, mais il faut aller le chercher. Je mets quand même un petit bémol sur Ricciardo qui a mis quand même beaucoup de temps à passer Charles Leclerc, et C'est pourtant, la Ferrari, on l'a vu, c'était pas ça. Il a mis beaucoup de temps, mais derrière, il a su très bien gérer la course. Donc, franchement, top. On avait tous un peu peur sur la fin de course parce que ça pouvait aussi réserver une très belle fin de course entre Pérez et Ricciardo s'il n'y avait pas eu la safety car. Il y a eu la safety car, il a réussi à le garder derrière et belle performance de la part de Daniel Ricciardo. Un podium qu'on n'attendait plus et là, enfin, c'est arrivé. Ça fait plaisir, il faut que la phase ascendante, l'esprit ascendant là, se continue, quoi, comme avec Bottas. C'était obligatoire que Renault fasse un podium cette saison. Je pensais qu'il allait arriver plus tôt, par exemple au Mugello où c'était vraiment passé pas loin. Et puis finalement, c'est arrivé au Nürburgring et c'est une bonne donnée à prendre sur le fait que sur un circuit qui propose une énorme downforce, qui propose un énorme appui aérodynamique pour. Ah oui, pour une- je t'ai perdu là. Oui, Quoi de force Les gens vous regardent en français, monsieur. Et sur le premier stint, ça donnait quoi? Non, voilà, c'est une bonne donnée à prendre parce que si on peut réussir au Nürburgring, on peut vraiment réussir sur tous les circuits qu'il y a actuellement au calendrier. Peut-être encore plus, on pourrait voir un podium, ne serait-ce qu'à Portimao, ou aussi vraiment sur un circuit beaucoup plus rapide, du style l'outer track, le circuit extérieur du coup de Bahreïn. Enfin, j'enchaîne vraiment les mots anglais, mais bon, c'est pas grave finalement. Donc, Si, c'est grave. Va partir à Tartine. Donc oui, voilà, on peut réussir sur les circuits vraiment où il y a beaucoup d'appui, ou sinon sur les circuits où on peut prendre beaucoup de moteurs. Donc c'est vraiment cool et c'est vraiment top pour Renault qui vraiment peut marcher sur vraiment tous les circuits. Il faut au moins un pilote de la trempe de Daniel Ricciardo pour permettre à cette Renault-là, qui est bien née, qui fonctionne, mais qui a quand même en fait pas mal de défauts, pas mal de lacunes. Et on a besoin d'un Ricciardo pour aller optimiser le plus possible ce qu'il y a là-dedans pour aller chercher le podium. Là, Renault n'est pas encore typé pour aller chercher à la régulière ces podiums. Il faut ce talent, il faut des événements, et pour ça je suis un peu plus pessimiste que toi à ce niveau-là. Moi je me dis pas que à la régulière, avec un Bottas qui n'abandonne pas par exemple, avec un Albon qui a son niveau, si on peut dire que son niveau c'est à côté de Verstappen, moi je n'estime pas que Renault doit être à cette position-là. Pour moi ils sont 5-6 à se battre avec les McLaren, les Racing Point. Là pour le coup je trouve qu'ils ont été les meilleurs dans la stratégie et que Ricciardo a été le meilleur pilote des autres pour permettre ça. Mais pour moi, ça reste quand même assez exceptionnel. C'est intéressant ce que tu dis. Regarde ce que disait Cyril Abitboul justement à l'arrivée de cette course. Ça corrobore avec bien sûr ton propos. Notre progression est visible, même si aujourd'hui les circonstances de course nous ont aidés avec l'abandon de Bottas. À la régulière, on ne peut pas encore viser le podium, mais on ne va pas bouder notre plaisir. C'est un moment spécial dans la vie de l'équipe. Cyril Abitboul, patron forcément heureux, forcément tatoué aussi, vous connaissez l'histoire. La question que j'ai envie de vous poser, c'est si maintenant Renault ne prend pas la 3e place à l'issue de cette saison 2020 au classement des constructeurs, ce sera forcément une déception. Ah oui. Et puis on sait vers qui on se tournera en termes de fautes. Et j'ai bien peur qu'on se tourne vers Esteban Ocon, justement. Parce que certes, il a eu des problèmes mécaniques. Là, le Mugello ici Nürburgring. Mais en attendant, il met du temps et il met un peu trop de temps à revenir à son niveau. Et en l'occurrence, s'il manque 6-7 points, on ne regardera pas du côté de Daniel Ricciardo. En fait, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est est-ce que Esteban Ocon est moins bon ou est-ce que Daniel Ricciardo est vraiment meilleur? Parce que en fait, la question peut se poser un petit peu dans les deux sens quelque part, tu vois. C'est vrai. On va opter Sauf- sur la deuxième option sur ce coup. Non, mais voilà, là on sait qu'on a quand même l'étendue d'un Daniel Ricciardo parce que quand il est arrivé chez Renault, il tentait les mêmes freins qu'avec la Red Bull. On sait que ça Ça finissait mal. Hein. Ça finissait pas très bien. Maintenant, il a pris la mesure de la Renault et en fait, j'ai envie de dire semi-gâchis finalement que Ricciardo parte parce que ça y est, il commence à être à l'aise dans l'écurie. L'écurie fonctionne très bien, machin, etc. Et finalement, il s'en va. Alors. Du coup, ça va quand même, c'est un semi-gâchis entre guillemets parce que là, du coup, c'est Fernando Alonso qui va récupérer le baquet. Ricciardo, Donc- Alonso, imagine. Voilà. Mais non, c'est un petit peu dommage pour Esteban Ocon qui abandonne 3 abandons, je crois, cette saison sur problème mécanique essentiellement. On l'a dit sur la dernière émission, là, il commence à plus y avoir trop le choix. Il va falloir se mettre très vite dans le rythme de Daniel Ricciardo pour cette fin de saison et amener les points justement de la 3e place. Parce que comme le dit Brice, si on n'est pas 3e pour Renault, c'est vers Ocon qu'on va se tourner. Juste en termes de perfo, Ricciardo il est quand même sur 10-1 face à Esteban Ocon en qualification. Et deuxième info aussi sur Fernando Alonso qui pilotera la Renault, cette Renault-là, la semaine prochaine à Barcelone. C'est ce que j'allais dire, c'est au pire moment que cette méforme arrive pour Esteban Ocon, c'est au moment où Fernando Alonso est en train de prendre ses marques dans cette écurie. On a eu l'occasion d'en parler avec une illustre personnalité de la Formule 1
qui commande quelques courses, ça lui arrive de temps en temps, qui nous disait au moment du transfert de Fernando Alonso, il va falloir Esteban Ocon qui marque son territoire sur 2020 pour arriver bien sûr Essentiel. avec du soutien au sein de cette écurie Essentiel. en vue de 2021. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Dans les commentaires, beaucoup de gens nous disent on n'a pas vu le choui. Vous savez, sur le podium, le moment où Daniel moment Ricciardo où on lui dit. prend cette botte et commence à le boire. Alors, je me suis dit, tiens, en période de Covid-19, va-t-il proposer sa botte à Lewis Hamilton? Non. C'était la grande question. Finalement, il ne l'a pas fait. Daniel Ricciardo il s'est exprimé après la course en expliquant qu'il avait oublié, tout simplement, de faire le choui sur le podium. Ça faisait depuis Monaco 2018 qu'il n'était pas monté sur la boîte. En effet, on perd un peu les réflexes. Par contre, on vous a trouvé cette petite vidéo. Regardez ces images. Il l'a fait un peu plus tard dans le motorhome Renault. On ouvre tranquillement le champagne. On prend une botte, bien évidemment, désinfectée au gel hydroalcoolique. C'est qui est totalement faux. un peu C'est plus faux. de teneur en alcool aussi, bien sûr, dans la Par contre, il célèbre l'a boisson. rempli bien comme il fallait. hein. Ah, il avait soif, visiblement, Daniel Ricciardo. Donc ça fait Et 2 bien ans qu'il veut sûr, la il a remplir, donc, respecté la Ah. tradition, vous le voyez, en égarant un petit peu. Ça fait partie du grand Gros plaisir, porc. ça fait partie du grand plaisir de quelqu'un qui monte bien sûr sur la boîte. On a parlé d'une écurie française. Évoquons un pilote français, Ah. dont on ne parle pas assez, en effet, parce que c'est vrai qu'il n'occupe pas le devant de la scène. Et pourtant aujourd'hui, il a été quand même héroïque. Je le dis moi, et on verra si vous confirmez ou infirmez bien sûr cette affirmation. C'est bien sûr Romain Grosjean, vous l'aurez reconnu, qui a commencé ce Grand Prix par un départ absolument catastrophe. Il est dernier après le premier tour. Il parle à ses ingénieurs dans la radio en expliquant qu'il a l'index cassé après bien sûr le roulé-boulé de Kimi Raikkonen, un premier relais en médium qui est très très difficile et puis une deuxième partie de course complètement à l'opposé. Il profite bien sûr des abandons et ruptures mécaniques en nombre bien sûr du côté du Nürburgring. Une bonne stratégie en pneus durs et surtout il ne s'arrête pas au moment où la safety car rentre. Il ne perd que 2 places après le restart malgré des pneus. Alors c'est un peu paradoxal, vous allez l'expliquer, mais des pneus un peu chauds parce qu'il a pu faire un tour à forte vitesse bien évidemment pour rejoindre le troupeau, mais des pneus durs difficiles à chauffer. Et au final, c'est ses premiers points dans cette saison à Romain Grosjean qui n'est plus dernier du championnat du monde des pilotes, comme il l'a bien sûr précisé au micro de Canal+. Regardez ce qu'il disait à propos des sensations à la fin de cette course. Quand j'ai passé la ligne, je me suis dit enfin, je suis plus dernier au championnat des pilotes. C'est vrai que ça fait du bien à toute l'équipe. On a montré au Mugello et on le montre là qu'on ne lâche jamais rien. On va chercher tout ce qu'on peut et quand il y a des opportunités, on les saisit. Romain Grosjean, au-dessus de qui, et je pense qu'on va en parler là encore dans la deuxième partie d'émission, au-dessus de qui plane l'ombre d'un certain Mazepin qui pourrait lui voler son baquet. En tout cas, on a bien compris que ça sera compliqué de revoir Romain Grosjean en 2021. Messieurs, qui veut prendre la main? Grosjean touche les points du doigt. Merci pour ce titre d'ailleurs. Non, pas En fait, je te rejoins presque sur le fait que ce soit héroïque parce que bien sûr que la monoplace est assez catastrophique cette année. On a eu peut-être l'occasion de prendre des points. Un peu, totalement, voilà. Mais après, on se rappelle du sacrifice de Romain Grosjean pour Kevin Magnussen lors du Grand Prix de Hongrie, il me semble. C'est là-bas qu'il prend ce point avec Kevin Magnussen. Et puis là, il prend enfin ses 2 points. Devant du coup Kevin Magnussen, ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément pour cette équipe dans le projet As depuis leur arrivée en Formule 1 depuis 2016, ils sont là depuis 2016 et là on a enfin peut-être une récompense cette saison. Est-ce que cette récompense est arrivée trop tard? Peut-être, je n'espère pas mais peut-être. Est-ce qu'il a été courageux au mental, cette presque victoire pour As, this is a win for us, c'est ce qu'il disait en 2016, mais là ça l'est presque parce que prendre... Il a pas envie, hein. Miami, Alex, en ce moment, je ne sais pas, apparemment. Putain, Instagram, ça paye. hein. des cours d'anglais sur un site internet. Ah, ça c'est sûr. Mais bon, oui, en tout cas, Romain Grosjean, il a réussi quelque chose d'assez grand et surtout avec une certaine blessure au doigt. Il l'a montré juste après, d'ailleurs, après la fin de la course. Donc c'est quelque chose de bien. Il fallait le faire à un certain moment. Il a réussi à le faire. Est-ce que c'est trop tard? On verra ça. Jérémy Labasse qui nous dit Romain a peut-être envie d'autre chose aussi avec l'endurance, comme il a dit à Canal. Si c'est pour rester en F1, juste pour rester en F1, c'est pas forcément la peine. C'est de la com Alors, ou c'est de la réalité, ça? Alors, c'est quand même marrant parce qu'il y a 1 an à Bahreïn, il dit ouais, je me vois bien rester encore 10 ans comme Kimi Raikkonen en F1. Bon, Romain, ouais, on va changer de position un peu. Non, mais oui, effectivement, il a fait une très belle course. Je pense que Alex a à peu près tout dit là-dessus. Tu l'as dit tout à l'heure, le maître mot, c'était la stratégie, le pari de rester en hard pendant la safety car, pendant que tout le monde s'arrêtait, gagner quelques places, quitte à en perdre. Le fait aussi de devoir dépasser la safety car pour reprendre son tour sur les leaders et donc faire un tour à pleine balle alors que les leaders avaient du mal justement à chauffer leurs pneus. Du coup, ça l'a quand même aidé, il a bien résisté et bravo à lui parce que 2 points, ça fait plaisir et on sait que Romain Grosjean c'est un bon gars et il avait besoin de ce résultat et quand il passe la ligne... Ouais.
Il y a le bien. soulagement. Ah ouais. Petite notification de la First Team qui me dit, et c'est Vicnet qui m'en parle, tu viens de prendre 5 secondes de pénalité, Ah, Alex, pour l'usage un peu trop important. Attends, de- 5 secondes par de- mot ou pas? Parce que attends, ça va aller loin. Si je parle espagnol, c'est rapide. Brice, t'as pas entendu, je crois, sur Romain Grosjean. Ouais, il y a un paradoxe qui est bien heureux pour As cette fois-ci, c'est que les As défoncent leurs pneus en fin de course et à chaque fois ils sont en perdition. Tu les vois 9 et 10 au 40e tour. Tu te dis ah peut-être quelque chose et à la fin tu te dis ah mais 16 et 17 qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Et ben en fait c'est ces pneus qui sont en surchauffe totale en fin de course quand la voiture a moins d'essence et en l'occurrence là avec une piste à moins 13 degrés avec des pneus pas chauffables qui sont les hard, finalement ils ont été en température et c'est le seul peut-être au restart à avoir eu des pneus en température parce que ce châssis chauffe trop les Brûle pneus. les pneus. Et mine de rien, les lacunes pendant des dizaines de Grands Prix ont enfin servi Payé. à Romain Grosjean. Donc Romain part au trophée Andros avec cette As, parce que mine de rien, elle t'aura au moins des pneus chauds. Ça veut dire peut-être de bon augure pour Portimao et surtout Saint-Marin, parce que Saint-Marin au mois de alors- fin octobre, c'est ça? Alors Portimao. Alors spécialiste météo Oui, de spécialiste Portugal. Je suis peut-être un peu trop avancé là. Non, pour Portimao, il fait quand même aller entre 18 et 23 degrés, donc il devrait pas faire trop froid non plus. Mais par contre, effectivement, Imola, faut s'attendre à des températures un peu plus fraîches. Indice de confiance 3 sur 5. Tiens Alex, tu parlais du doigt de Romain Grosjean, on nous demandait dans le chat justement comment va le doigt de Romain Grosjean. Je n'ai pas du tout une nouvelle, est-ce que tu Pas en as du eu? tout une nouvelle non plus. D'accord. Mais en tout cas, La question juste pourrie. Voilà. Non, mais je voulais imiter un autre célèbre présentateur. Il est 22h26 les amis, on poursuit bien sûr sur ce débrief de ce Grand Prix de l'Eiffel avec tout simplement le circuit du Nürburgring qui nous a plutôt régalé. Oui, en effet, regardez avec ce tableau, même peut-être qu'il y a eu un peu plus de spectacle que ce qu'on pouvait l'attendre. Un vrai circuit à l'ancienne, ça forcément vous allez m'en parler. Cette météo quasi inédite avec des températures très très basses, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas connu ça en Formule 1. Plus de dépassements que prévu, chez Pierrot va en toucher un mot. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ce Grand Prix du Nürburgring n'était pas meilleur, ou en tout cas on n'a pas eu plus de spectacles lors de la dernière édition, je crois qu'il était en 2012. Eh bien, c'est 2013, mon cher. 2013, pardon, désolé. 2013, non, effectivement, alors j'ai revu le Grand Prix de 2011, rien à voir. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'en 2011, on a eu 3 arrêts au stand. C'est des stratégies pour la win, 3 arrêts au stand, 3 voitures différentes de 3 manufacturiers différents qui se battaient aux avant-postes. Finalement, sur ce Grand Prix un peu à l'ancienne, tu l'as dit, avec de l'herbe, des graviers, peu de zones de dépassement, avec peut-être le premier virage, la chicane dans la ligne droite de retour. Finalement, on a eu, avec cette Mercedes Arena du premier secteur, des beaux dépassements, des belles batailles rapprochées. Avec justement des voitures qui généralement ont du mal à suivre, et c'est les grands prix, les courses où on a des circuits à l'ancienne qui fait que ça fonctionne pas bien. Et là finalement, jusqu'à présent cette année sur les circuits à l'ancienne, ça a bien fonctionné. Donc moi je suis plutôt content. Je m'attendais pas à avoir autant de batailles et finalement ça s'est bien passé. Vas-y. En fait, il y a un truc qu'on aurait peut-être dû voir avant ces courses-là, c'est que sur ces circuits, en fait, on avait des gros problèmes d'éventage, je sais pas comment on dit. Enfin, les voitures étaient déventées. Oui, oui. Avec Et, le dirty air, Et, ouais, secondes de pénalité. ouais, mais tu vois, j'ai fait gaffe, j'ai pas dit de mot anglais. Là, j'ai pas envie. L'air sale. Ouais, voilà, l'air sale. Et pour le coup, c'est vachement compensé par le grip de ces monoplaces. Ça fait 7 ans qu'on n'est pas venu au Nürburgring, ça fait 7 ans d'évolution de grip qu'on n'a pas vu. Et finalement, ce secteur 1 où il y avait impossibilité de dépasser, je me souviens juste d'Alonso sur Massa en 2007, mais sinon, dans le secteur 1, j'ai pas de gros souvenirs à part au virage 1. Là, en fait, on a eu toutes les belles batailles, elles ont pris 3-4 virages, et à tout le niveau de la course, quoi, que ce soit devant avec Hamilton Bottas, jusqu'en fin de grille. Et finalement, ça a donné vraiment du beau spectacle, et surtout, ça a récompensé les balls. Fiat, juste pour terminer, Fiat et Latifi en toute fin de course, ils se font une bataille mais dantesque, incroyable. Ça rejoint en fait avec toutes ces données et toutes ces choses à comprendre que peut-être l'idée de Romain Grosjean de faire une saison avec des anciens circuits et avec des circuits nouveaux façon Hermann Tinkel, façon Disneyland, peut-être qu'il y a des façons de jauger entre les deux, de faire peut-être faire une saison ancien circuit, une saison nouveau circuit, et peut-être qu'on trouvera un peu un bon compromis. C'est intéressant ce que dit Alex. Vous pensez que ça peut faire avancer un petit peu les mentalités chez les dirigeants de la Formule 1 vu des saisons à venir? Non, je t'arrête tout de suite, il y a une seule mentalité. Ouais, là-bas, le c'est pognon, vert, la c'est thune. le pognon. Voilà, on s'arrête là. Et le Nürburgring ne paye pas, la Turquie ne paye pas. Après, ceci dit, c'est vrai que pour le bien du spectacle, etc., peut-être que ça peut permettre à la Formule 1, alors peut-être d'essayer de baisser un petit peu le ticket d'entrée pour un Grand Prix. À ce moment-là, ça peut être intéressant. Clément Cheval qui nous dit quelque chose de très intéressant.
arrêtez de nous parler que des circuits à l'ancienne. On va quand même pas aller à Dijon non plus parce que c'est un circuit à Oh, l'ancienne. ce serait bien. Bravo mon cher Ouais. Clément, qui joue bien sûr dans le Dîner de con, dans un rôle très très célèbre. On s'en rappelle. Voilà. On continue les amis avec le top flop. Beaucoup de gens dans le chat nous demandent est-ce que vous avez parlé de Leclerc? Mais attends, est-ce qu'ils vont parler de Leclerc? Mais incroyable qu'il n'ait pas encore parlé de Leclerc. Oui, on va parler de Leclerc, on va en parler d'ailleurs tout de suite. Regardez le top flop de nos pistonnés avec Brice justement qui souhaite rendre un hommage à Charles Leclerc et à Pierre Gasly. Alex qui va nous parler du flop Albon. Alors c'est la version 12, hein. Vous savez, on est au 11e La Grand version Prix. 32 aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est la version 12 dans cette 12.1. deuxième saison des pistonnés. Oui, parce qu'il y aura une 12.2 avec la réponse d'Hamza dans quelques instants. Et puis la surprise, Hülkenberg pour notre ami Pierron. On commence avec toi, Brice. Écoute, avec cette Ferrari digne d'un tracteur Stiga suédois, Faut mine citer de 3 rien, marques derrière. hein, voilà, Husqvarna Et Honda. et Honda, voilà, 3 tracteurs tondeuses, dis donc, et Ferrari 4. Il y a classe aussi, les tracteurs classe. Ouais, C'est alors- le Audi du tracteur. Purée, on fait un débat là-dessus vraiment. Parce qu'on a parlé d'Audi, il faut citer BMW. Bon, alors, C'est- 22h30 là. Ça va trop loin. On avance un peu. Non, mais avec ce tracteur, faire 4e en qualif, c'est tout bonnement incroyable. Je me suis même demandé s'ils avaient pas remis leur débitmètre. Parce que pour arriver à coller cette 4e place. Et puis en course, au départ, au bout de 2 tours, je me suis rendu compte que non, le débitmètre était bien resté à Maranello. Mais bon, Leclerc, il fait avec ce qu'il a et il n'a pas la démotivation dont on a l'impression qu'a Sébastien Vettel, pour le coup. Et je trouve qu'aller chercher ces points-là, mine de rien, ça va être très important pour le budget que va recevoir Ferrari à la fin de la saison. Parce que si Ferrari aujourd'hui n'est pas 8e ou 9e au championnat, c'est grâce à ce que fait Leclerc. Parce que Vettel a ramené 3 ou 4 points, je crois, il me semble. Donc c'est vraiment très très peu. Et puis Gasly, quelque part, cette victoire, moi je pensais que ça allait être un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Et finalement, j'ai l'impression que ça l'a encore rendu plus fort. J'ai l'impression qu'il est tellement tout le temps au mieux de ce qu'il peut être. Il va se battre avec Leclerc, ça fait des formidables batailles, formidables choses en piste. Et pour le coup, nos 2 francophones, moi, ils me régalent. J'aimerais bien que Esteban vienne participer un peu à la fête. Pardon, excuse-moi, j'avais oublié le sujet d'Alex, mais oui, en effet, J'ai oublié c'est Alex. un grand C'est- classique des pistonnés. On va mettre une petite charge à Alex Albon, mérité ou pas, en tout cas pour ce week-end. À toi de nous dire, Alex. Bah, Oh, le soupir. mais en Par fait, où je commence C'est oui, ça, c'est grosso modo. vraiment dans le sens où, encore, c'est pour la première fois vraiment depuis que Alex Albon est chez Red Bull, là tu sens que c'est trop. Parce que la situation déjà sur Daniel Kvyat, au-delà de la performance ou qui était vraiment en deçà de Max Verstappen et vraiment de beaucoup, là on l'a vu en qualification, et là sur Daniel Kvyat, je comprends pas. Comme dirait l'autre, j'ai compris pas. Parce que là, clairement, Ça sert. bien sûr, mais là, clairement, on est sur une trajectoire où on se rabat dessus sans aucune raison. Il pouvait attendre vraiment 50 mètres de plus avant de le faire. Et Daniel Kvyat l'a qualifié, alors que c'est un pilote du même giron, Red Bull, que cette situation était totalement, j'ai le mot en anglais, j'ai le mot en français qui va arriver d'ici. Dis-le en Pas anglais. professionnel, voilà, D'accord. absolument pas unprofessional. C'est vrai que c'était dur à trouver en français. hein. C'est clair. C'est une situation totalement pas professionnelle et je rejoins Daniel Kvyat là-dessus. À partir de quand Red Bull va se décider sur la situation d'Alexander Ah bah, ils Albon? l'ont fait. Et ils l'ont fait peut-être Ils l'ont en arrêté. course, ils l'ont arrêté. La situation dans le sens où on dit Arrête-toi. l'explication arrête-toi, on t'expliquera après comme tu me l'as indiqué, et que derrière on dit non mais il a reçu quelque chose dans le radiateur, on l'a percé. Visiblement, il n'y a rien eu sur les on-board pour voir que le radiateur a été percé, donc on verra la suite. Est-ce qu'on peut imaginer Alexander Albon débarquer à l'issue de ce Grand Prix et juste avant le Grand Prix de Portimao? Bon, faut pas abuser non Faut plus. pas abuser non plus, mais ça ne Non. m'étonnerait pas. Mais ils ont quel plan derrière? Alors, Ouais, là c'est un vrai truc. on parlera de ça dans un. Je rebondis juste sur Albon notamment parce que je voyais ça aussi dans le chat. La petite phrase qui va bien quand même de dire They race me so hard. Donc ouais, Incroyable, putain, frérot. c'est dur, machin. etc. Sans déconner, on est en Formule 1, scoop. Le gars, frère, non en fait. Enfin, toi tu fais de la merde aujourd'hui, donc calme-toi, frère. Albon, va falloir redescendre de voilà. Il paraît que dans les rumeurs du paddock, eh bien, il semblerait que chez Red Bull, il commence à poser un peu problème et il commence à saouler quelques personnes. Donc bon, je sais pas très bien ce qu'on attend vraiment d'Alexander Albon parce que on essaie de lui faire des stratégies, machin, etc. Il y a un très bon Compliqué. commentaire, Ouais. excuse-moi, je te coupe. Mimicha qui nous dit il perd complètement pied, Albon. Ça serait facile aussi de le charger parce que j'ai la sensation, en effet, comme Mimicha, que là, au niveau mental, il est en dessous du niveau mais- au-dessous du niveau de la en mer. fait, Est-ce que ça ne veut pas dire des choses fait, de ce qui est en train de se passer peut-être aussi en interne ouais. dans cette écurie et des vas-y. conséquences de tout ça? Ouais, vas-y. En fait, ce qui est très intéressant chez Red Bull, c'est que quand tu gagnes beaucoup.
Mais quand tu perds, tu perds beaucoup aussi. Donc en fait, c'est les montagnes russes sans arrêt. Et alors, tu es soit dans un moment très très haut, soit tu es au fond du gouffre. Et c'est très très compliqué psychologiquement parlant. Là, il avait réussi à se construire un cocon. Là, le cocon, à mon avis, il est défoncé. Et c'est très compliqué pour lui. Tu vois ce podium, au final, il a servi à quoi? Je suis complètement d'accord. Et On a enfin, l'impression qu'il a servi à il est là pour déjà montrer au directeur de Red Bull qu'il vaut quelque chose. Et lui-même ne s'en sert pas comme d'un moteur. C'est-à-dire on retrouve Albon qui est 1 minute derrière Verstappen et qui lutte derrière, même pas Gasly. 4 Ouais. à un moment donné. Donc, je sais pas quoi faire. Je pense sincèrement que ce baquet numéro 2 est maudit et qu'il faut y mettre quelqu'un d'expérience pour y ramener de la data parce que quand tu veux lancer un jeune pilote, c'est juste le casse-pipe absolu. Et c'est peut-être ce qui est en train de se préparer, Alex. Bah, Sergio Perez, ça fait combien? Il y a peut-être 5 émissions, on en avait parlé de Sergio Perez, du cas qui pouvait arriver et donner de l'argent à Carlos, avec son fonds d'investissement, Carlos Slim et Telmex. Et Joli fonds d'investissement. Joli fonds d'ailleurs, hein. d'investissement. Le fond sans qui, fond. Si jamais ils veulent nous sponsoriser, on est tout oui là. Juste 100 000. parce qu'il y a Los Pistonados. Il y a Aston Martin qui part pour faire son écurie et donc ça fait quand même un bon pognon qui s'en va. Donc Sergio Perez qui peut arriver et les rumeurs commencent à s'intensifier. Perez veut pas dire pour l'instant avec qui il négocie. Il négocie avec des équipes, mais le plus probable, au vu des performances d'Alexander Albon, c'est qu'il le remplace. La question que je me pose aussi, c'est s'il reste, pourquoi Pourquoi on garderait Alexander Albon, dont on voit vraiment que les performances sont pas bonnes? Celle d'aujourd'hui était assez inacceptable au point de vue de la sécurité aussi pour Daniel Fiat, un pilote du même giron, de la même écurie presque, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi on garderait Alexander Albon chez Red Bull? Tu parlais bien sûr de Checo Pérez, il y a aussi la possibilité Nico Hülkenberg. On sait que les deux pilotes, en tout cas, ont proposé leur service du côté de chez Red Bull et que dans une déclaration qu'on vous avait transmise il y a 2-3 semaines, notamment sur les réseaux et en émission, pour le moment on ne ferme pas de porte bien sûr, du côté de chez Red Bull. Voilà pour ce top flop. Non, Nico Hülkenberg, on va en parler. Je suis obligé de faire honneur à L'homme au beau polo. L'homme au café de Cologne. Vous êtes beaucoup à le dire dans ce chat. Vous avez du goût. On m'a obligé chers à enlever amis. mon pull. Il est délavé, mais vous le voyez pas. Ouais. Mais c'est un polo Ralph Lauren, ça reste. Ça bouge pas. Tu sors de Roland Garros, c'est pour ça. Exactement. Ah, c'est la terre battue qui est sur le. Pas dit ça, mais après le Grand Prix, je suis allé direct voir un Nadal qui a mis une volée à Djoko. Donc, Hülkenberg. Effectivement. Nico Hülkenberg, alors je vais prendre, je sais que si Hamza était là, il en parlerait en long, en large et en travers. Hülkenberg qui a fait une superbe course, qui a fait un superbe week-end qui s'est résumé à quelques tours le samedi après-midi et une magnifique course tout le dimanche parce que 3 tours en qualif et quelques. Bon, alors il est 20e, etc., mais il est quand même un peu dans le coup, mine de rien. Mais derrière, en course, il a fait le job. Il a fait le job de partout. Il a tout éclaté. Il était nickel. Il ramène combien de points? Je sais même plus. Enfin, bref, Hülkenberg est 4 points. Ouais, c'est ça. il ramène 4 points. Pardon, voilà, c'est ça. 4 points. Pour un gars qui jump dans la voiture, qu'on appelle en urgence, machin. Alors, il devait être là pour des raisons médiatiques pour la télé allemande, mais pour se retrouver dans la voiture, etc., travailler jusqu'à je sais plus quelle heure avec l'équipe. Finalement, il a fait un superbe job et il permet justement peut-être par cette 8e place d'aller chercher quelques points qui peuvent coûter très cher à Renault en fin de championnat. Et d'aller chercher une place en Formule 1 l'année prochaine. Ouais, de Très montrer certainement. que... parce bien que, sûr. Tu as raison. vraiment, à faire 20 minutes, c'est 17 minutes en Q1 de roulage pour ensuite aller en Grand Prix pour finalement prendre une 8e place. J'ai presque envie de dire que ça relève de l'exploit. J'ai vu juste un commentaire juste avant qui disait que c'est normal que Nico Hülkenberg finisse dans les points. Non. C'est pas normal. C'est pas normal à la régulière de finir dans les points, même s'il y a eu des événements de course, même si les conditions étaient spéciales, bien sûr. Mais être juste avant en train de boire un café avec un pote et puis finalement arriver bien que t'aies le talent de Nico Hülkenberg, c'est très difficile d'arriver et de prendre des points comme ça en Formule 1. C'est peut-être pas mal pour lui, par contre, qu'il n'ait pas plu. Parce qu'il ne connaît pas du tout la Racing Pod sous la pluie. Autant il la connaît un peu sur le sec, autant sous la pluie, il me semble pas qu'il est plus à Silverstone. Ouais. Donc, heureusement pour lui qu'il a pu avoir cette expérience-là, parce qu'il part après 4 tours de qualif sur une voiture qui n'est pas faite pour lui. Il n'y a aucun réglage. Je pense qu'il part sans réglage en course. Parce que on prend les réglages de Pérez qu'il a fait ouais, mais qu'est-ce que tu veux ramener comme data sur 3 tours de qualif ou 4 tours de qualif où tu as donné le max sans forcément penser vraiment à comment la voiture elle va. Donc non, franchement, c'est une très grosse perf. Et en fait, surtout, moi, ce que je mettrais en avant, c'est la mentalité d'Hülkenberg. Parce qu'en fait, il répond présent dès qu'on l'appelle. Il a été appelé 2 fois dans des circonstances qui sont, c'est pas de la Formule 1. Oui, genre, moi je le dis oui. Hein, t'as un casque chrono qui traîne, on n'a rien pour toi. Donc il a pris son casque chrono, il est arrivé, il y avait les gants de Pérez aussi. Mais vas-y, va rouler. Et franchement,
franchement, il a tout pour Il a le mérite. être un homme de loyaux service pour peut-être un Red Bull. Il a été classe aussi en allant saluer Cyril Abiteboul oui. à la fin de la course. Et oui. Le mot de la fin pour Alex. Il y a des anecdotes, mais il y a aussi surtout quelque chose d'assez frappant. Comment Racing Point a pu prendre cette décision si tard? En fait, les symptômes de Lance Stroll ne dataient pas seulement du jeudi ou du... Il y a mon micro qui est en train de se tirer, je le remets. Mais ça ne datait pas seulement du jeudi, ça datait en fait depuis le Grand Prix de Russie. Il n'est pas bien, Lance Stroll. Alors peut-être qu'il y a un problème plus grave, ça on ne l'espère pas. Mais quand même, comment Racing Point a pu se dire seulement, bah non, ça va aller, quand on voit que le jeudi ça va pas, on va pas espérer que vu que ça dure depuis 2 semaines, que tout d'un coup le vendredi ça allait arriver. Je trouve que la décision a été prise trop tard et que ça a mis dans de mauvaises conditions Nicole Kemmer qui s'est débrouillé avec d'une façon merveilleuse, j'ai envie de dire. Mais ça aurait pu être mieux si on avait pu l'appeler plus tôt. Après, j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément d'éléments sur l'état de santé de notre ami Lance Stroll, en Ouais, espérant c'est bien bizarre. sûr qu'il n'y ait pas de choses Smecta. graves qui soient derrière tout ça. Le SMECTA peut en effet rendre service dans ce genre de cas. Beaucoup de réactions sur le chat et je vous remercie, j'ai même pas le temps de tout lire. Beaucoup de questions sur l'absence de Hamza. Le H n'est pas là, mais le H va revenir très très vite, votre chouchou, nous manque. bien sûr. Il n'est pas là aujourd'hui, commande du foot ce soir pour vous expliquer un petit peu la vie de notre grand ami Hamza Rahmani. Rien à voir avec les problèmes de Lance Stroll. Soyez bien sûr rassurés. Et Vicnet aussi, merci énormément pour toutes ces blagues et ces genoux absolument incroyables. Je pense qu'un jour il faudra que tu viennes sur ce plateau. On fait juste un petit point sur le classement rapidement des pilotes au championnat du monde. Et ben Lewis Hamilton, ça semble quand même se préciser. Ça sent bon, hein. 69 points d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Verstappen se rapproche un petit peu avec ce nouveau ce premier abandon de la saison pour Valtteri Bottas. Et puis derrière, vous le voyez, c'est très serré entre Ricardo, Perez, Norris et notamment Albon et Leclerc. Et vous le verrez, la situation aussi. Alors on n'a pas le petit habillage, il n'était pas encore sorti au moment où on a préparé cette émission. Il n'est d'ailleurs toujours pas sorti. Mais il y a 6 points d'écart entre 3 écuries, bien sûr, à la lutte pour la 3e place, avec notamment Renault, Racing Point et puis McLaren. Allez, c'est le moment, les amis. J'ai noté quelques petits sujets. On referme la page de ce Grand Prix de l'Eiffel, bien évidemment. C'est l'heure où vous prenez le contrôle de cette émission. Vous choisissez tout de suite des sujets. Vous avez 2 minutes, vous nous mettez ça, bien sûr, dans le chat. Et nous, on ouvre cette page. C'est vous les rédacteurs en chef. C'est vous les patrons des pistonnets. Profitez-en, ça n'arrive pas tous les jours. Alors les sujets, je suis en train de regarder un petit peu tout ça. J'ai vu notamment en première partie d'émission que vous vouliez beaucoup parler, comme Zbinala, du départ de Honda. Voilà, du départ de Honda de la Formule 1, départ annoncé et annonce assez surprise quand même la semaine dernière, départ qui aura lieu à l'issue de la saison 2021. Regardez ce petit tableau, comme par hasard qu'on avait préparé. La dictature dans le générique. Et oui, ça reste une dictature, les pistolets. Je suis désolé, mais voilà, c'est pas une démocratie. Honda qui quitte la Formule 1. Les raisons de ce retrait, voilà les annonces qui ont été faites, les raisons qui nous ont été données. L'objectif, bien sûr, neutralité carbone d'ici 2050, une com plus tournée peut-être vers la Formule E, des objectifs R&D, notamment au niveau de ce moteur hybride qui semble être atteint, on va dire, avec cet engagement en Formule 1, et puis aussi des coûts très importants par rapport à des revenus marketing plus forcément raccord avec le positionnement aujourd'hui de la marque. Des conséquences, il n'y aura plus que 3 motoristes pour le moment en Formule 1 à partir de 2022. Red Bull et AlphaTauri se retrouvent sans moteur, peut-être avant d'aller faire des excuses à Renault, ça on aura l'occasion d'en parler. Autre conséquence, un garçon qu'on annonçait déjà en Formule 1 l'année prochaine et notamment du côté de chez AlphaTauri, Yuki Tsunoda, peut-il rentrer justement dans cet AlphaTauri? On rappelle que le garçon est bien sûr soutenu par la maison mère, la maison Honda. Les amis, qu'est-ce que vous avez rajouté sur ce départ de Honda? Franchement, c'était la surprise là pour le coup. Je pense qu'ils ont juste oublié un 0 dans leur calcul quand ils sont revenus en F1 et qu'ils ne se sont pas rendus compte à quel point c'était compliqué de faire ce moteur hybride et que tout le monde s'est cassé les dents dessus et ils sont revenus en mode on va tout déchirer. Alors ils ont mis du temps à revenir, ils n'ont pas tout déchiré et finalement, oui, effectivement, la Formule 1 est un sport à perte et si Honda veut fonctionner à profit, c'est pas vers la Formule 1 qu'il faut se tourner. Il y a un élément très important, c'est qu'il y a l'avenir de l'automobile qui est en train de se jouer en ce moment même. Et que le V6 hybride, désolé, mais c'est pas du tout de la technologie aujourd'hui. C'est pas une technologie. Le V6 te dit la même chose que toi sur le non, mais oui, oui. il faut être conscient qu'en 2014, quand on prend le V6 hybride, on a 14 ans de retard, quoi. Enfin, l'hybride, il existe chez Toyota dans la Prius depuis 99 et c'est vendu en grande série. Donc, à ce moment-là, le problème est très profond sur la Formule 1. Et si ça avait été, je sais pas moi, Renault ou Mercedes ou Ferrari qui partaient pour des questions de résultats, de budget, de ce que vous voulez, pour des questions de Covid aussi, par exemple,
ouais, là, ça aurait fait sens et on aurait dit, bon, ok, ça peut fonctionner. Là, c'est pour des raisons marketing, c'est pour des raisons d'image, c'est pour des raisons de stratégie d'entreprise, pour dire, ah, nous, on va se mettre sur les batteries pour le futur et après, on va se mettre sur l'hydrogène. Bah ouais, mais en F1, on est là comme des couillons avec le V6 et puis l'hybride, etc. Alors que la FE, il y a tous les constructeurs. Donc au final, la F1 a le cul entre deux chaises depuis 2014. Est-ce qu'il faut revenir à du V10, V12 Atmos, ce que vous voulez, ou est-ce qu'il faut aller sur l'électrique ou l'hydrogène? Ah ouais, mais sauf que pour développer cette technologie-là, ça va prendre beaucoup de temps. L'électrique, vous oubliez 25 ans d'exclus avec la FIA pour la Formule E, donc bon, désolé. Ce que tu dis, Pierrot, c'est qu'aujourd'hui, la décision prise par Honda, elle peut être la décision prise par Renault demain, par Mercedes. Ouais. Par Ferrari, c'est un petit peu différent, mais ça peut toucher d'autres. Après, la F1, c'est comment dire, assurer que justement les constructeurs et les motoristes restent en F1, notamment les. Ça a coûté tellement cher qu'ils sont obligés de rester. Oui, mais aujourd'hui, et Cyril Abitboul l'a dit, c'est dangereux une F1 avec seulement 3 motoristes, en sachant que Renault a la politique de se focaliser uniquement sur son écurie usine, à savoir Alpine pour l'an prochain, et que finalement, on va avoir que 2 motoristes. On va avoir Ferrari et Mercedes. En sachant que les conditions d'accès à la création de ce moteur sont extrêmement compliquées, je vois pas en fait un nouveau motoriste arriver pour remplacer Honda, et surtout en fait dans le délai que Honda a posé en arrivant en disant hey, salut, on se casse. Donc ça va devenir assez dangereux, c'est vrai. Un bel avis de Alka 972 sur la Formule E. Voilà, qui a un rapport avec la maladie qui a contaminé bien sûr Lance Stroll. Peut-être Lance Stroll pour y aller d'ailleurs. Pour imaginer un peu cette complexité des moteurs aujourd'hui qu'on a en Formule 1 qui sont hybrides, c'est Toto Wolff qui le disait, dans le sens où quand il a rejoint Williams en 2009, les moteurs n'étaient pas du tout hybrides à ce moment-là et coûtaient 20 millions d'euros. Aujourd'hui, on doit construire un moteur hybride avec une complexité assez incroyable, avec bien sûr qui doit coûter beaucoup moins cher que 20 millions d'euros. C'est dire à quel point c'est compliqué aujourd'hui d'être motoriste en Formule 1. Autre sujet choisi bien sûr par nos viewers là aujourd'hui sur Twitch, le Twitch bien sûr de la First Team, nos parents à nous, c'était au sujet de la nouvelle génération de pilotes et notamment un certain Mick Schumacher qu'on annonce de plus en plus pressenti pour entrer dans un baquet, pourquoi pas celui d'Alfa Romeo voire de Haas la saison prochaine. Callum Ilott devait lui aussi, le pilote de la Ferrari Driver Academy, faire un test avec Haas en essai libre 1. Malheureusement, vous le savez, ces deux garçons n'ont pas pu tourner. On parle beaucoup d'un certain Robert Schwartzman aussi également. Alors là, on est plus sur Mazepin. Mais je voulais qu'on en parle aussi de Mazepin. On va parler de tout. C'est pas grave, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tu vas voir, il y a un autre onglet et avec d'autres choses. Mais n'oublie pas, on va parler de Mazepin aussi également. Un petit mot sur ces jeunes pilotes. Est-ce qu'on va avoir un chamboulement? Parce que c'est une question qui revient beaucoup dans le stade. Dans le stade, n'importe quoi. Dans le stade. Dans le chat, pardon. Est-ce qu'on va avoir un jeu de chaises musicales et l'arrivée d'une nouvelle génération, on va dire? Oui, ça va arriver. Il y a quelques vieux de la vieille qui commencent à se faire un peu trop vieux, donc ça va partir tranquillement. Je jure, Raikkonen, il est fini là. Il arrête sa carrière. Stop, ça va. Doucement, bijou, doucement. Non, mais pour être un peu plus sérieux, Mick Schumacher, c'est assez étrange parce que quand il était en F3 européenne à l'époque, donc c'était il y a 2-3 ans déjà, il s'est mis à gagner d'un coup. Alors bon, très bien, pas de souci. Et puis il a mis une année d'apprentissage en Formule 2 où ça a été compliqué. Et là, cette année, il fait une saison absolument fabuleuse. Donc il y a toutes les raisons qu'ils prennent un baquet en Formule 1. Tu as parlé de Callum Ilott et de Robert Schwartzman qui ont aussi fait un petit test avec une F1, une Ferrari de 2018 à Fiorano justement. Plus rapide que la SF1000, bien sûr. Je ne prendrai pas parti là, je ne veux pas allumer le chat évidemment. Mais non, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est une bonne génération. Maintenant, faudrait un peu respecter aussi surtout, alors je parle pour Russell, mais les Russell, Norris et Albon, bon, qui ont eux déjà des bons baquets. Bon, Russell, bon, faut le voilà. Mais ouais, il y a la nouvelle génération qui arrive et ça c'est plutôt cool. Il y a des vrais talents qui vont arriver, puis Théo Pourchère derrière, donc oui. Et on va en parler de Théo bien sûr dans quelques instants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez Haas, il y a une volonté de mettre à la poubelle le présent pour le futur. Steiner a quand même gentiment demandé à... On va parler de Mazepin après. Hein. D'accord, et ben écoute, parlons de Mazepin après. Non mais si tu veux, on switch tout de suite sur Mazepin si vous avez rien d'autre à dire sur Mick Schumacher et Ilott et non, Schwartzman. mais c'est juste la progrès, les nouveaux qui vont arriver, cette nouvelle génération arrivera au fur et à mesure. Je pense pas qu'en 2021 on va tout chambouler. On va pas avoir 4 rookies non plus. C'est 4 rookies non plus. Sûrement pour 2022 avec une nouvelle génération une nouvelle génération presque. On explique en Formule 1 avec
les nouvelles appendices aérodynamiques, enfin toute la nouvelle réglementation. Donc une nouvelle réglementation avec des nouveaux venus, ce sera forcément pour 2022. Matt the Spin, Matt Zepin, peut-être la grande rumeur en tout cas de ce Frère week-end, d'Hydro. si je vous rappelle une On information l'embrasse. Canal+, qui est sortie aujourd'hui. Regardez, ça c'est un pistonné qu'on aime. Hein. C'est un pistonné qu'on c'est adore, les gars. un pistonné comme on, On les adore. aime, bien évidemment. On part pas tous avec les C'est mêmes beau la chances. Formule 1, les enfants, c'est beau le sport auto. On part pas tous avec les mêmes chances dans la vie, c'est comme ça, voilà. On n'est pas nés sous la même étoile, bien évidemment. Et ce garçon est né sous une très très belle étoile. Information Canal+, sortie aujourd'hui. Avec une Matt belle Zepin aurait déjà signé un pré-contrat avec Haas et devrait remplacer soit Kevin Magnussen, soit Romain Grosjean. Déclaration de Gunther Steiner aussi également dans le week-end, qui a invité ces deux pilotes à commencer à regarder un petit peu ce qui Chercher du pouvait se boulot. passer en dehors de chez Haas et pourquoi pas en dehors de la Ça Formule 1. scandale. Matt Zepin en Formule 1, alors là, franchement, est-ce qu'on n'est pas proche d'un scandale là C'est un On hold-off. est... Non, alors je sais pas si on est proche d'un scandale, mais Non, il paye. encore une fois, on Oui. a Non, mais- défoncé Lance Stroll, bon, il est toujours en Formule 1, on a défoncé plein d'autres pilotes. qui Est-ce qu'il n'est sont pas venus- plus talentueux? Est-ce qu'ils sont pas plus talentueux, les Stroll et Latifi, que Matt Zepin? Peut-être. Parce que l'année dernière, quand même, faut se remémorer, Mazepin en Formule 2 l'année dernière, il était chez Hart Grand Prix. Ouais. Hart Grand Prix, c'était donc avec Nick De Vries qui a fini champion. Lui, il était P18. Hein. Donc, à un moment donné, Ça alors voilà, c'est pas forcément qu'une question de budget à un moment donné, mais Alors, on a peut-être eu une explication de ces mauvais classements tout à l'heure dans le Marco, hein, je sais pas. Mais Alors attends, on sait pas qui c'est. Cécile peut expliquer On ça. sait pas qui c'est. Je pense pas que ce soit sa sœur. Oh bah attends, Voilà, semblons tous les deux. hein. j'en sais rien. Je pense pas que ce soit ma sœur. Matt Zepin, un scandale, parce qu'on est très énervé dans le chat. Peut-être parce que c'est Romain Grosjean qui pourra en Mais pâtir alors, aussi. moi, attends, juste pour terminer, Mais pas parce que. qu'en fait, il y a un truc aussi dont il faut prendre conscience, c'est que les constructeurs fuient la F1, Ouais. quand même, mine de Ouais, rien. c'est vrai. Mais du coup, qui va remplacer ces constructeurs? C'est des mecs qui sont supra blindés, et on a des Stroll, on a des Gene Haas, on a des Mazepin. Alors bon, Gene Haas, je sais pas s'il a un fils qui a envie de rouler en Formule 1, mais voilà. Et donc, à un moment donné, bah ouais, on va avoir Aïe. ce genre de personnes, et faut faire avec, malheureusement. Voilà. On rappelle que le papa qui s'appelle Dimitri Mazepin, je crois qu'on a une belle photo. Mm. Vous allez voir Les photos. encore Ça, une belle je photo. crois On que a ça vachement rigole pas. enquêté tout au long Ça de sent la l'après-midi vente de sur- gaz, tout ça. Alors c'est juste après. Ça, ça c'est le papa. Le papa est à gauche. Hein. Voilà. À droite, ça semble être le tonton. Moi, je honnêtement. pense que ça rigole pas trop. C'est quand même. ouais, Toi, les négociations. J'en dirai sont pas plus, j'ai accrochées. pas envie d'avoir des problèmes avec des Russes. hein. Bah, d'accord, donc pas un mot pour Alex. Par contre, ouais, Un point rouge sur le front. Hein Brice, un petit mot sur le mot de la fin sur Mazepin. Non, bah écoute, de toute façon, c'est le genre d'écurie qui, au fur et à mesure du temps, au vu de la non-progression, a besoin d'argent pour que ça rentre, tout ça, machin, et que, bah, au bout d'un moment, Magnussen, Grosjean, c'est pas non plus un scandale si ça évolue. Donc, bah C'est pas un oui. scandale de voir partir de la Formule 1 aujourd'hui. Vous êtes tous d'accord avec Bah, en fait, ils écoutent. Le seul intérêt, entre guillemets, à l'heure actuelle, objectif de Haas à garder Romain Grosjean, c'est le retour d'Ata. Et ils l'écoutent pas. Donc j'aime autant dire pourquoi ils le gardent. Donc oui, et quitte à faire, autant rentrer un peu de pognon. Là, si je me mets dans la place de Haas, je vois pas pourquoi je garde Romain Grosjean. J'aimerais bien, moi, le garder, mais pas Gunther Steiner. Hein, Ouais. Là, il y a un truc que je trouve extrêmement scandaleux, c'est les propos de Gunther Steiner qui vraiment dit dans les médias, bah écoutez, mes deux pilotes, il faut qu'ils aillent chercher du travail. Tu peux pas garder ça en interne quand on sait que par exemple Sergio Perez dit bah je vais respecter les autres pilotes, moi je respecte aussi les autres écuries, je ne vais rien dire sur ce que je fais actuellement dans les négociations contractuelles avec les autres écuries et je respecte aussi les pilotes. Lui Gunther Steiner il décide bah écoute, je vais te dire en direct devant tout le monde, en direct je vais te dire bah écoute Romain et Kevin, cassez-vous. C'est pas normal. Et il y a un super commentaire, Et en français. c'est Kista qui dit ça, c'est pas un scandale qu'ils partent, c'est plutôt un scandale comment ils les sortent et ça rejoint exactement ce que tu viens de Steiner, dire. il va prendre un retour de bâton à un moment donné parce qu'il a la confiance de Gene Haas, mais c'est pas dit qu'il ait Il la existe- confiance d'Hubert Mazepin. Hein. Il existe dans ce monde le karma et le karma arrivera. Et c'est pour ça qu'on n'en dira pas plus, bien évidemment. Une dernière information concernant bien sûr les jeunes pilotes, les jeunes pousses, Théo Pourchère. Vous l'avez peut-être découvert d'ailleurs sur notre antenne lors de l'intersaison. Théo Pourchère qui était l'invité exceptionnel bien sûr de Canal+ cet après-midi, C'est beau, qu'on a gosse, hein. dit, qui a donné quelques petites infos sur le futur et notamment le fait qu'il participera donc à ce qu'il appelle lui 2 séances d'essai, mais qui seront 2 véritables week-ends de course en Formule 2 pour boucler cette saison 2020 et que ça discutait avec de très très belles écuries en vue de 2021 toujours à ce niveau On Formule se 2. demande laquelle c'est. Hein. Oui, on se demande. On a déjà une petite idée quand même. Pareil, encore une fois, un petit avis, puisque ça vous était demandé dans le chat. Jusqu'où peut aller notre ami Théo Pourchère? Il est parti se coucher, hein. Vous pouvez y aller, les gars. Il est J'espère, sur la route hein. du Mans actuellement là. Non, mais c'était seulement une question de logique. Quand on fait une telle saison en F3, assez inattendue d'ailleurs pour les patrons, de l'Académie Sauber. Donc forcément, c'était dans une certaine logique. On allait le voir en F2 à partir
de cette fin de saison et on espère normalement Oui, pour oui, l'année prochaine ce qui parfait. devrait se faire normalement dans une écurie qu'on connaît tous quasiment. Et donc la F3. Bah, allez-y, vous pouvez donner les infos, vous avez des infos là. Au Louvre, il y a des trucs de. Ah, d'accord. Dart Dart. Non, de Marqué non, de Préma, de Préma. La chaîne là, la 5 D'accord. La 5. Alors, je suis La télé catholique. Je suis vieux. Comme ça, je partais en vacances avec Jean-Louis Moncey. Avec le Canadien, tu vois, je- T'as la même coupe de cheveux d'ailleurs. C'est vrai. Non, mais voilà, c'est une question de logique. On espère que ça se passera bien. C'est un test grandeur nature et en plus, plus 2 fois sur le même circuit, dans une même ambiance. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Eh bien, écoutez, ça sera l'apprentissage Ah oui, pour alors. Théo Pourchère. Ah, il est pas parti se bien- coucher. Ça rigole, Eh hein. ben oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Théo Pourchère, bien sûr, qu'on aura l'occasion. J'aimerais bien qu'on le reçoive. Tiens, j'en profite. Théo, tu es le bienvenu dans ce plateau. On espère faire un point à la fin de la saison. On a même un sujet qu'on a préparé tout à fait pour toi. Je laisse le teasing, on en parlera bien sûr dans les jours à venir. Voilà pour les sujets qu'on a balayés. Ah bah et il est que- là, il vient d'arriver. Voilà, voilà, il est là. Voilà pour les sujets, bien sûr, qu'on vient de balayer ici dans ce studio. On va se terminer tout simplement sur un petit quiz. Vous allez voir, un quiz spécial Michael Schumacher. Michael Schumacher avait bien un record. Alors, il est toujours détenteur, bien sûr, du plus grand nombre de titres acquis par un pilote de Formule 1 dans l'histoire de ce sport. Il a été égalé aujourd'hui par Lewis Hamilton. C'est pour ça qu'on est en live d'ailleurs ce soir. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et on remercie toujours, bien sûr, les patrons pour cette merveilleuse idée. Et le questionnaire spécial thème Michael Schumacher. Voilà, le quiz, excusez-moi, Michael Schumacher. Est-ce que vous connaissez bien la vie de Michael Schumacher? On va tester Oui. vos connaissances. C'est pas le moment de La de vie déraper. du pilote, de l'homme, bien sûr, et voilà, et de l'artiste, forcément. Première question, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? En 1991, Schumacher débute à Spa chez Jordan. Qui remplace-t-il et pourquoi? Johnny Herbert. Quoi? Pardon? Pas Johnny Herbert? Il est éliminé de cette question. C'est un Belge. Interdit de regarder le chat, hein, les Xavier amis. hein. Boutsen. Non. Gachot. Bertrand Gachot. Bertrand Et Gachot. pourquoi? Je crois que. alors. Ah non, des problèmes de thunes, machin. oui, il oui, était non. pas en prison, Non, une en connerie prison, un comme ça, truc comme ça, je crois. Oui, oui. mais pourquoi? Ah, mais une soirée qui a mal tourné. Oh oui, il est là, Ah, il voilà. prend le point. Je lui donne même 2 points, Soirée Alex. qui a mal tourné. En fait, La il était soirée en- qui va commencer juste après. Il était, d'ailleurs, il était en 23 heures. soirée en boîte, il avait un peu abusé des bonnes choses et il s'était bagarré dans un taxi. Voilà. Kimi, pareil. Hein. Qui lui a valu eh bien, une interdiction de concourir. Donc, la carrière de Michael Schumacher a commencé sur une peine de prison pour son. Exactement, pour Bertrand Gachot, qui est par ailleurs l'un des héros, bien sûr, des pistonnets, tout comme notre ami Paul Belmondo. L'homme des polémiques, Michael Schumacher. L'homme des polémiques. Vous vous rappelez, bien sûr, de cet accrochage avec Jacques Villeneuve, vous vous rappelez forcément de cet accrochage avec Damon Hill. Il s'est également accroché avec un autre champion du monde lors du Grand Prix de Macao 90. Oula. Qui était Hakkinen, champion du monde? Hakkinen. Oula, Ah, il bien est vu. fort, il est balèze, il est Lui, à dans Michel Vaillant. Michel Vaillant. 3-0-0-0. J'ai vu dans Michel. En effet, il avait sorti Hakkinen de manière très très sale pour l'empêcher, bien sûr, Prendre un de thé, moi. gagner. Une question, tiens. À quelle place Michael Schumacher termine le championnat du monde des pilotes 1997? Il est Troisième. disqualifié. Pardon? Il est disqualifié. Il est disqualifié. Ah ouais, bien il vu. est disqualifié. Eh oui. Pff, oh, il est Oh là là. je crois qu'il était fan d'Hamilton, en fait, non, il nous cache. Non, des mais il est choses. fan de la culture. Non, c'est je tout. suis fan du sport. Oh, c'est c'est beau. beau. Oh là là. C'est juste qu'à cette heure-là, à son âge, il est encore réveillé, tu vois. Nous, on est déjà dodo, tu vois. Non, mais incroyable. Tac, 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 tac. Avant d'être avec Choumi, Ouais. notre amie Corina. Corina était avec qui? Ah, Frenzen. Frenzen. Oh, Je- il a- non, mais il a- c'est facile ça, mais Oh, c'est il a tellement allé vite. facile. Tout le monde sait que de. hein, voilà. Ouais. Est-ce qu'il va faire un grand chef? D'ailleurs, J'aime le gossip. ils se sont détestés. Ils se sont détestés Ah. par la suite. C'était les pires Ouais. ennemis au Ouais, monde. donc, Attention, ça va aller très vite. Avec qui Michael Schumacher a tenté de se battre au Grand Prix de Belgique 98? Coulthard. Il est là. Tu l'auras pas, Ce sera celui-là. Ce sera pas un grand Le chelem. tricycle rouge. À moins que, comme au baby-foot, tu fasses gamelle sur la prochaine. Je sais pas comment tu pourrais faire sur un quiz, mais ça peut arriver. peut arriver dans les tac, tac, pistonnets. tac, tac. Qu'est-ce qu'on a Ah oui, tiens. Michael Schumacher, pilote de Formule 1, l'un des sportifs qui a gagné le plus d'argent dans sa carrière. Ah. Il était fan d'un modèle de voiture qu'il Ah non, collectionnait. je peux pas. De quel Ça, modèle je s'agit-il? peux pas. D'un modèle de Un bagnole. modèle de bagnole. Il l'avait, je crois, en 20 ou 30 exemplaires en son garage. C'est utile. J'ai découvert ça aujourd'hui. J'étais Ah, mais complètement- attends, mais complètement Tu veux la marque ou tu veux le modèle? Ah, le modèle quand même, parce qu'il est un peu mythique. C'est un modèle mythique qui a marqué l'histoire de l'automobile. Fiat 500. Et il est là. Oh non, mais ça le chien. Ah, méthode Schumacher, les gars. Hein, voilà. La méthode lit le Kalki chat. depuis le Merci, début, chat. surtout. Non, non. On va, Ah, non, 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 Ça, il est on va bien en parler, on va en parler hors émission. Allez. Il y aura un débriefing, mais ça va, Oh ça là va là piquer. On aura un décryptage. On n'aime pas Je pense les qu'il y a un tricheurs. race ban. là, qui- Éteignez le chat, s'il vous J'en sais plaît. quelque chose, on déteste les tricheurs à la First Team. Et on en parlera bien sûr juste après. Et puis forcément la dernière question, en référence à qui appelait-on Michael Schumacher le Baron Rouge?
C'est pas un aviateur de la Seconde Guerre mondiale, non, j'en sais rien, un truc comme ça. Jeanne Masse. Aviateur de la Première Guerre mondiale ou non, c'était Ouais, pas c'est ça. ça, c'est ça, Ah, c'était un exactement. avion de chasse à l'époque, certain c'est pas ça Manfred von Richthofen. Voilà, Richthofen, c'est voilà, ça, exactement. Un garçon qui a beaucoup œuvré pour. Ah, fait un malheur au pour Scrap, la- d'ailleurs. Sache que Stardust le savait. Grand Prix. En même temps, un peu dans Oui, bien sûr. Vicnet Stardust est l'un d'un super Richthofen. copain des pistonnets et en plus de ça. Vincent, un Wikipédia, on a vu, hein, t'inquiète pas. qui a une grande culture. Je crois que j'avais un quiz énumération, mais je crois que j'ai pas les réponses avec moi. Il est 22h59 et 34 secondes. Alors on va vous remercier les amis. Merci d'avoir été nombreux sur le chat bien sûr à suivre cette émission. Bien évidemment, il n'y aura pas d'autres émissions mercredi. Hein, vous avez compris le principe. On était en live ce soir. Le replay est bien sûr disponible sur YouTube. N'hésitez pas à le commenter, à le liker, à le partager avec vos amis. La soirée ne fait que commencer sur la chaîne Twitch bien sûr de la First Team Sport parce que ce soir il y aura peut-être un match décisif dans les finales NBA. Alors si vous aimez bien sûr la balle orange, généralement vous aimez la balle orange parce que vous êtes La balle. Le ballon. Voilà. C'était ma dernière émission. Merci beaucoup. Bon, bah, C'était un Manu, plaisir. C'était on va un aller plaisir monter autre d'avoir. chose, hein, Voilà. c'est pas C'est grave. vrai que ça faisait un peu conclusion sur Stade 2, mais voilà, on a tous été Il y aura, éduqués à une il y aura certaine du école. basket après. Voilà, les amis. Merci pour votre fidélité et restez connectés parce qu'il y a les finales NBA ce soir. Je peux pas vous en dire plus, j'en sais pas plus. Allez, Bonne soirée et allez, à très les vite. Salut, Lakers. les amis. Tchuss. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved. Cause I'm bout it. If you bout it.